Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue chers amis, vous qui aimez l'histoire. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Le Grand Échiquier. Alors, il a quelquefois fait des prévisions dans son ouvrage qui sont avérées justes, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc nous commentons ce qu'il a écrit. Cet homme politique américain qui a été conseiller de Jimmy Carter, du président Jimmy Carter. Alors il écrit dans un sous-chapitre intitulé « Une fantasmagorie stratégique ». Bon, on verra bien. Tous les repères traditionnels qui guidaient ces orientations stratégiques ayant été balayés, la Russie post-impériale est confrontée dans la plus grande confusion à une nouvelle donne historique. Personne n'a vu venir les fondements de l'Union soviétique, ça on est d'accord. Seulement les Américains, ils ont fait comme si c'est eux qui ont vaincu l'Union soviétique. Or, l'Union soviétique s'est écoulée de faits de contradictions internes. Voilà. Qu'est-ce que la Russie? Jusqu'où s'étend-elle? Qu'est-ce être russe? Autant d'interrogations résolues depuis longtemps par la plupart des grandes nations. Il ne s'agit pas pour autant de questions abstraites. Quelles qu'elles soient, les réponses révèlent des approches géostratégiques diverses. La Russie est-elle un État-nation fondé sur l'identité ethnique russe ou bien sur le modèle de la Grande-Bretagne qui ne se réduit pas à l'Angleterre? Révèle-t-elle une dimension, une définition moins restrictive prenant en compte sa dimension impériale? Comment fixer selon des critères historiques, stratégiques et ethniques les frontières légitimes du pays? Et surtout, comment concilier cette redéfinition avec l'indépendance ukrainienne? Doit-elle être tenue pour une aberration passagère? Comment incline à le penser une majorité de Russes? L'identité russe recouvre-t-elle une appartenance nationale, Rousski, ou une citoyenneté politique rosyanine, l'équivalent de britannique par rapport à anglais? Sur la question tchétchène, on sait par exemple que Boris Yeltsin, parmi d'autres, a soutenu que les Tchétchènes pouvaient et devaient être considérés comme russes. Et l'on a bien vu les conséquences tragiques de ce point de vue. Mais je crois que là, Brzezinski n'a pas raison. Parce que les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit des groupes dits entre guillemets djihadistes en Tchétchénie. Ça a été très compliqué pour pouvoir se débarrasser de ces groupes djihadistes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la Tchétchénie ne fait pas partie de la Fédération de Russie? Si, bien sûr. Si, bien sûr. La Russie a dû combattre terriblement ces faux djihadistes qui n'étaient même pas des Tchétchènes que les Occidentaux ont introduits en Tchétchénie. Est-ce que présentement dans la guerre de l'Ukraine, est-ce que les Tchétchènes ne se battent pas aux côtés des autres Russes? C'est un État qui fait partie de la Fédération de Russie. Mais eux, ils sont musulmans pour la plupart. Ils gardent leur culture musulmane, etc. et leurs traditions, ça ne pose pas de problème. Hein? Un État peut s'étendre sur différents peuples. Ça n'a jamais posé problème. Pourquoi est-ce que Brzezinski veut faire croire que le fait que les Tchétchènes soient dans la Fédération de Russie, ça pose problème? Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire des États-Unis? Un État bigarré de gens qui viennent d'un peu partout d'Europe, sans compter les autochtones qu'on a massacrés à grande échelle avec un génocide, sans compter les Noirs qu'on a envoyés là-bas, etc. Sans compter ceux qui sont musulmans, ceux qui sont chrétiens catholiques, ceux qui sont évangéliques, ceux qui sont anglicans, etc. C'est un melting pot. Si les États-Unis sont un melting pot, pourquoi est-ce que les autres ne seraient pas un melting pot? Ce n'est pas sérieux. Ils veulent toujours trouver des failles chez les autres. C'est ça leur problème. Bon. Il dit un an avant la fin de l'Union soviétique, un nationaliste russe au nombre des rares observateurs ayant pressenti ce qui allait advenir lança ce jugement désespéré. Un désastre épouvantable, aujourd'hui inconcevable pour le peuple russe, pourrait se produire bientôt si l'État s'écroule, si notre peuple dépossédé de son histoire millénaire et trahi se retrouve abandonné, et si les frères
qui nous ont rejoints dans le passé embarquent tous leurs biens à bord de leurs bateaux de sauvetage nationaux et s'éloignent de notre navire en péril, alors nous n'aurons plus qu'à déclarer le sauve-qui-peut. Notre tâche sera de reconstruire l'État qui reste sur le plan politique, économique et spirituel le porteur de l'idée russe. Lui seul peut refléter les meilleurs acquis du royaume millénaire et des 70 ans d'histoire soviétique volatilisée en un clin d'œil. Bon, on a vu comment est-ce que l'Union soviétique s'est écoulée et où différents peuples ont pris leur indépendance. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais la Fédération de Russie est là. C'est tout. Ça ne pose pas de problème. La Fédération de Russie est là. Voilà, la Fédération de Russie a survécu. Et elle est devenue puissante. Voilà les faits. Aujourd'hui, en 2022, la Fédération de Russie est très puissante. Voilà. Dans un contexte aussi épineux, les questions que pose l'identité et le rôle de la Russie ne peuvent, on sans doute, trouver de réponses consensuelles. La situation géographique du pays au cœur de l'Eurasie a de tout temps prédisposé les dirigeants à poser les problèmes en termes géopolitiques. Lorsque Andrei Kosyrev, premier personnage politique à occuper le poste de ministre des Affaires étrangères de la Russie, poste impérial et post-communiste, a tenté de formuler les lignes directrices d'une nouvelle politique internationale, on a encore pu constater à quel point cette attitude imprégnait sa réflexion. À peine un mois s'était-il écoulé depuis la dissolution de l'Union soviétique qu'il remarquait: en abandonnant notre rôle messianique, nous avons adopté un point de vue pragmatique. Nous en sommes venus à considérer que la géopolitique remplace l'idéologie. En fait, dans la chute de l'Union soviétique, le problème que la Russie a eu, c'est que 25 millions de Russes se sont retrouvés minoritaires au sein de différents États. C'est tout. Minoritaires, les Russes minoritaires du Donbass en Ukraine, les Russes minoritaires en Moldavie et qui sont en Transnistrie, les Russes minoritaires qui sont en Ossétie du Sud, en Géorgie, etc. Les Russes minoritaires qui sont en Lettonie, en Lituanie, en Estonie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le problème qui s'est posé, c'est tout. C'est le problème qui s'est posé. Voilà, c'était ça. Chacune de ces trois options a eu successivement les faveurs des équipes dirigeantes. La première, malgré l'adhésion de l'entourage présidentiel, n'a pas résisté à la rapide remise en cause par Boris Yeltsin de ses priorités géopolitiques. La deuxième s'est alors imposée, mais dès le milieu de la décennie, la troisième a commencé à représenter une alternative séduisante aux orientations géopolitiques antérieures, géostratégiques antérieures, qui se sont révélées vagues et peu productives. Mais Boris Yeltsin, c'était un dirigeant léger qui n'a pas pris au sérieux son rôle de président de la Fédération de Russie. Il n'a pas vu venir le danger qui menaçait la Fédération de Russie. Heureusement que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir et a remis les pendules à l'heure. Parce que lui, il a compris le danger qui menaçait la Russie. C'est-à-dire la volonté des Occidentaux d'arracher les pattes de l'ours russe. C'était une image qu'il a utilisée à juste titre. Et d'arracher les dents de l'ours russe pour qu'il devienne comme un toutou qu'ils vont manipuler. Voilà. Et il a redonné maintenant puissance à la Fédération de Russie. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? La Russie a une bombe terrible. Ils ont un missile terrible, hypersonique, qu'on ne peut même pas détecter. Au moment que tu vas détecter, ça frappe déjà. Et si on y met des éléments nucléaires là-dedans, c'est encore plus grave. Les gens appelaient ça Satan. Satan 2. Bon, je ne sais pas. Bon. En aucune manière, la Russie n'aspire à devenir le centre d'un nouvel empire. Ce rôle est pernicieux. Et pour l'avoir tenu pendant longtemps, la Russie le comprend mieux que quiconque. Bon. En fait, il est en train de confondre ici l'empire russe quand il était dirigé par les tsars. C'est pour ça qu'on parlait du tsar de toutes les Russies. Oui. Mais au sein même de l'Union soviétique, c'est vrai, la fédération, au sein de l'Union soviétique, la fédération de Russie était l'État le plus important à l'intérieur de l'Union soviétique. Mais
Je vais dire, c'était la république la plus puissante au sein de l'Union soviétique. Mais il n'y a pas que les Russes. Hein? D'ailleurs, les différents dirigeants étaient de différentes extractions. Hein? Staline, il était géorgien. Nikita Khrouchtchev, il était ukrainien. C'était un État dirigé par des gens qui faisaient partie du Parti communiste, c'est tout. Ce n'était pas une affaire d'être russe ou bien ne pas être russe. C'était beaucoup plus complexe que cela. L'Ouest et surtout les États-Unis adoptent alors une attitude bienveillante envers la nouvelle équipe dirigeante russe. Ça, c'est avec Boris Yeltsin. C'est avec Boris Yeltsin. Mais quand ils ont vu la politique de Poutine, ils ont compris que non, que la Russie n'avait pas l'intention de se laisser manipuler. Voilà. À n'en pas douter, cette direction partagée doit s'étendre à la planète. Ainsi, la Russie, assumant sa filiation autant que sa rupture avec l'ex-Union soviétique, s'associerait à un nouveau partage du monde fondé sur la parité entre les deux acteurs. Comme les nouveaux dirigeants ne cessent de le répéter, cela sous-entend que le reste du monde reconnaît la Russie comme l'égale des États-Unis. Or, c'est ce que les États-Unis ne veulent pas. Les États-Unis veulent être la première puissance parce que quand l'Union soviétique s'est écroulée, pour eux, ils étaient la première puissance. Et ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et c'est ce qu'ils veulent perpétuer d'ailleurs et qu'aujourd'hui, ils ont du mal à le faire. Parce qu'il y a un univers multidimensionnel qui apparaît. Voilà, un univers multipolaire qui apparaît. Et c'est ça qui les gêne grandement. C'est ça qui gêne grandement les États-Unis et l'Union européenne, parce que l'Union européenne suit les États-Unis au doigt et à l'œil. Voilà le problème. Voilà. Voilà. Donc c'est beaucoup plus complexe que cela. Voilà. Peut-être même en manifestera-t-elle rapidement le désir. Après la dissolution du pacte de Varsovie et du Comecon, on ne verra pas les ex-pays membres se mettre en orbite autour de l'OTAN ou seulement de l'Union européenne. Or, c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de ces pays-là, qui faisaient partie du pacte de Varsovie, sont rentrés dans l'OTAN. La Pologne, le pacte de Varsovie. Varsovie, c'est en Pologne. La Pologne est rentrée dans l'OTAN. Il y a beaucoup de pays comme ça qui sont entrés dans l'OTAN, qui faisaient partie du pacte de Varsovie. C'est comme s'ils perçoivent la Russie comme un danger. Alors que c'était l'Union soviétique, ce n'était pas la Russie. Voilà le problème. Mais parce qu'ils savaient qu'à l'intérieur de l'Union soviétique, la fédération de Russie était la plus puissante. La preuve, tous les arsenaux militaires atomiques ont été regroupés en Russie. Celles qui étaient en chose, comment on appelle ça, en Ukraine, ont été transférées en Russie. Voilà les faits. C'est ce qui s'est passé. La faiblesse de la nouvelle Russie, les handicaps accumulés en 3 quarts de siècle de gouvernement communiste, le retard insigne de sa société sont autant de critères rédhibitoires pour un candidat à la codirection des affaires internationales. Vu de Washington, l'Allemagne, le Japon et la Chine offrent des garanties au moins équivalentes. De plus, rien ne paraît devoir effacer les divergences radicales qui persistent sur un ensemble de questions géostratégiques cruciales au point de vue des intérêts nationaux de l'Amérique, en Europe, le Moyen-Orient et en Extrême-Orient. Parce que le problème, c'est quoi? Les États-Unis ont commencé à minimiser la Russie après la chute de l'Union soviétique. Ils ont commencé à minimiser la Russie. Quand la Russie a dit, écoutez, arrêtons la course à l'armement. Reagan a dit, le président américain Reagan a dit, non, nous on fait la guerre des étoiles. La guerre des étoiles. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Le deuxième semestre de 1993, en août de cette année, Boris Yeltsin déclare que le souhait exprimé par la Pologne de rejoindre l'Alliance Atlantique ne contredit en rien les intérêts de la Russie. Bon, voilà, c'est comme ça qu'il a dit. Lui, il est faible. Or, dernièrement, on a vu la Suède et puis quel autre pays là même, qui veulent entrer dans l'OTAN. Mais qu'est-ce que Boris a dit, qu'est-ce que Vladimirovich Poutine a dit? Il dit qu'il y aura des conséquences. Lui, il va positionner ses missiles aussi en direction de ces pays-là. Puisque quand un pays entre dans l'OTAN, l'OTAN envoie ses armées et puis ses équipements militaires dans ce pays-là. Lui aussi dit qu'il va positionner ses missiles
en direction de ces pays-là. Voilà. C'est tout. Je crois la Suède et la Lituanie. Bon. Et lui aussi va positionner ses missiles vers ces pays-là. Voilà les conséquences. Il s'oppose donc à l'élargissement de l'OTAN dans lequel il voit un instrument pour accroître la sphère d'influence américaine. À terme, les opposants du projet gardaient aussi l'espoir que l'Europe centrale, s'il ne tissait pas de liens privilégiés avec l'Ouest, pourrait plus aisément retomber dans la sphère d'influence russe. Bon. Pourquoi? Or, aujourd'hui, ce que la Russie veut, c'est un monde multipolaire. Voilà, c'est ça. Multidimensionnel. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Avec le recul, on voit mal aujourd'hui quel message d'apaisement aurait pu rasséréner les partisans de l'occidentalisation ou simplement conforter leur position déjà incertaine. La nouvelle élite, trop hétérogène pour s'entendre sur une plateforme commune, est handicapée en matière géostratégique par l'absence de leadership à la présidence ou au ministère des Affaires étrangères, n'a jamais pu définir les priorités de la Russie, ni même établir un diagnostic réaliste des faiblesses du pays. Aujourd'hui, tout ça s'est révélé faux. Tout ça s'est révélé faux. La Russie a rebondi comme une superpuissance. C'est ça, comme une superpuissance. Vous voyez, donc il y a certaines prévisions de Brzezinski qui se sont révélées fausses. Voilà. Sont révélées fausses. Les résistances du Kremlin à désavouer l'intégralité des annexions de la période stalinienne contribua au rafraîchissement des relations avec Washington. L'opinion publique des pays de l'Ouest, en Scandinavie bien sûr, mais aussi aux États-Unis, fut froissée par les ambiguïtés de Moscou à l'égard des républiques baltes. Non, ce sont les républiques baltes elles-mêmes qui veulent entrer dans l'OTAN. La Lettonie, la Lituanie et puis l'Estonie. Voilà le problème. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le refus du Kremlin de dénoncer l'accord secret entre Hitler et Staline signé en 1939 et qui avait entraîné l'annexion des pays baltes contribua à alourdir l'atmosphère. Bon, ça c'est une ancienne affaire. Hein. C'est une ancienne affaire. Voilà. De ce point de vue, la question ukrainienne a agi comme un révélateur. Dès 1994, Washington accorde la priorité aux relations américano-ukrainiennes. Dès 1994. Voilà. Sa détermination à soutenir l'indépendance du pays est généralement perçue à Moscou, y compris par les modernisateurs, comme une intrusion dirigeante contre les intérêts vitaux de la Russie, laquelle n'a jamais abandonné l'idée de recréer un espace commun. Et la réintégration de l'Ukraine reste à ce jour une position de principe qui recueille le consensus de la classe politique. Le refus russe d'entériner le statut d'indépendance de l'Ukraine pour des raisons historiques et politiques se heurte frontalement aux vues américaines selon lesquelles la Russie ne peut être à la fois impériale et démocratique. Mais ce qu'il dit là n'est pas sérieux. La Russie ne s'est pas opposée à l'indépendance de l'Ukraine. La Russie versait même des redevances pour l'utilisation de certains ports dans la mer d'Azov, notamment le port de Mariupol et autres. Et puis en Crimée, la Russie payait une redevance à l'Ukraine. Si la Russie était contre l'indépendance de l'Ukraine, la Russie n'allait pas payer toutes ces redevances-là à l'Ukraine. Voilà. Mais c'est le problème du Donbass. Hein, de ces Russes qui sont dans le Donbass, hein, qui ont été ostracisés par les Ukrainiens. Hein. Et il y a un président ukrainien qu'on a qualifié de pro-russe. Hein, et ils ont fait ce qu'ils ont appelé la révolution Maïdan, financée à coût de millions et de millions de dollars par les États-Unis. C'est cet impérialisme, cette intrusion des États-Unis en Ukraine, c'est ça qui a envenimé les choses et dont on voit aujourd'hui les résultats, la guerre en Ukraine. Voilà, la guerre en Ukraine. Parce que les Russes ne veulent pas que l'Ukraine entre dans la sphère de domination des Américains. Voilà le problème. On a découvert des laboratoires, hein, qui fabriquent des virus, etc. en Ukraine et qui sont financés par les États-Unis.
la Russie a envoyé toutes les preuves à l'ONU. Mais les États-Unis n'ont jamais répondu à cela. Ils n'ont jamais pu contredire ces vérités-là. Vous voyez? Et puis on a vu les investissements de Hunter Biden, le fils de Joe Biden en Ukraine. Hein? Il contrôle une bonne partie des plantations de blé. C'est ça les faits. Hein? Et puis on a vu une femme politique américaine qui distribuait des petits pains au moment où il y avait ce qu'ils ont appelé la révolution Maïdan, qui a été une manipulation des services secrets des États-Unis. Ça, tout le monde le sait. Voilà. Donc, le problème, c'est que la Russie est sur la défensive et qu'elle ne veut pas se laisser faire. C'est de ça qu'il s'agit. Elle ne veut pas se laisser faire. Voilà. Et elle veut se défendre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bon, il écrit ici, du fait de leur faiblesse politique, les nouveaux dirigeants n'ont pas réussi à appliquer les remèdes nécessaires pour enrayer la crise économique profonde qui affecte le pays. Conscients du besoin de réformes radicales pour extirper l'état de la sphère économique, ils ont fondé des espoirs démesurés sur l'aide occidentale. À l'évidence, cette aide de grande ampleur, allemande ou américaine en particulier, malgré son efficacité, ne pouvait à elle seule provoquer un retournement de situation. Les courants opposés à l'occidentalisation ont utilisé le mécontentement social croissant comme chambre d'écho à leurs critiques en dénonçant un simulacre de partenariat dont les États-Unis tiraient avantage alors que la Russie n'en recueillait que des inconvénients. Mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que le fait que le dollar et le pétrodollar dominaient le marché, les gens prenaient des prêts en dollars et les États-Unis tranquillement pouvaient faire marcher la planche à billets. Alors que la quantité de dollars qui est sur le marché ne correspond pas en fait au poids économique des États-Unis. Voilà. Et aujourd'hui, le fait que la Chine, la Russie, l'Iran, etc., chacun veut utiliser sa monnaie pour le commerce international et ne veut plus utiliser le dollar. Voilà que ça pose des problèmes au dollar. Ça pose des problèmes au dollar. Aujourd'hui, les États-Unis sont dans une situation de récession que le président Joe Biden ne veut pas reconnaître. Ne veut pas reconnaître. Mais son concurrent, Trump, dit que non. Il faut qu'il reconnaisse que le pays est dans une situation d'inflation. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Voilà. D'autres considéraient l'intégration économique comme l'un des outils possibles pour restaurer l'empire à travers les institutions de la CEI. Bon, c'était une communauté économique que la Russie a essayé de créer avec les anciens pays de choses, comment on appelle ça, de l'Union soviétique. Ou à la faveur d'accords spéciaux tels que ceux signés en 1996 entre la Russie et la Biélorussie, ou encore avec le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Les slavophiles romantiques défendaient quant à eux l'idée que l'union slave entre la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. Enfin, les promoteurs de l'eurasianisme mettaient en avant cette notion au relent mystique censé définir la mission historique de la Russie. Mais ces pays-là sont des pays peuplés par la Russie, par des Russes. La langue même ukrainienne et puis la langue russe sont des langues avec intercompréhension. Et c'est des pays où c'est la religion, comment on appelle ça, chrétienne orthodoxe. Ce sont des chrétiens orthodoxes. Ils ont des cultures proches. C'est ça les faits. De nombreux promoteurs de l'intégration limitaient leur perspective au redressement économique, défendant une solution fonctionnelle et dénuée d'arrière-pensée politique. Ils rejetaient de manière explicite toute velléité de restauration impériale et s'inspiraient de l'exemple de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que Brzezinski veut forcément voir dans la nouvelle Russie des ambitions impériales? Ça ne se comprend pas. Pas forcément. La Russie dit bien qu'elle veut avoir des relations de gagnant-gagnant avec les autres pays. En tout cas, c'est ce qui est dit officiellement. On a vu tous ces pipelines
qui fournissent en gaz et en pétrole les pays de l'Union européenne. Les pays de l'Union européenne recevaient le gaz et le pétrole russe, mais pour moins que rien. C'était, ils fabriquaient comment on appelle ça, les euros, les billets d'euros, et puis bon, ils donnaient ça à la Russie comme paiement de l'achat du gaz et du pétrole. Maintenant, aujourd'hui, que la Russie dit, moi, je veux que vous achetiez mon pétrole et mon gaz en roubles, voilà qu'ils ont des problèmes. Parce qu'eux aussi, ils ont utilisé la planche à billets, l'Union européenne a utilisé la planche à billets énormément. Ça ne correspond plus au poids économique des pays d'Europe. C'est ça les faits. La France elle-même est lourdement endettée. On a vu ce qui s'est passé avec la Grèce et puis aussi présentement avec la question avec l'Italie. On a vu récemment le premier ministre italien, comment on appelle comment son nom là même, Mario Draghi, qui a dû démissionner. Actuellement, il expédie les affaires courantes. Parce que le pays est en récession. Le pays est en récession. Le pays est en récession. Mais la Russie a relancé son économie. Voilà. Grâce à ces pipelines où elle vend son gaz, elle vend son pétrole, la Russie a relancé. Quand ils ont commencé les premières sanctions, qu'est-ce qui s'est passé? La Russie qui dépendait en blé, dépendait du blé venu de l'Union européenne, eux-mêmes, ils sont devenus de gros producteurs de blé et de gros exportateurs de blé. Voilà les faits. Oui, voilà les faits. En janvier 1994, Andrei Kosyrev, alors ministre des Affaires étrangères, lui fait écho, ardent défenseur jusqu'alors des liens privilégiés avec l'Ossie, déclare: dans sa sphère d'intérêt établie depuis plusieurs siècles, la présence militaire russe doit être maintenue. De même, les Izvestia rapportent le 8 avril 1994 que la Russie a réussi à conserver 28 bases militaires sur le territoire de nouveaux États indépendants. Sur la carte qui accompagne l'article, une ligne relie entre elles ces enclaves militaires situées à Kaliningrad, qui est une enclave. Qui est une enclave. Et puis, en Moldavie, Crimée, Arménie, Tadjikistan et au Kouril. Mais les îles Kouril sont contrôlées par la Russie. La Russie a arraché ça au Japon, les îles Kouril. On se dit la vérité. À quelques détails près, cette ligne recoupe les lignes de l'ex-Union soviétique. Voilà. Donc, il y a des aspects anciens qui ont évolué. Comment on appelle, la station de Baïkonour au Kazakhstan, c'est encore là-bas que les fusées russes sont lancées. Le Kazakhstan est d'accord, la Russie paye et puis lance ses fusées à partir de la station de Baïkonour. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. D'ailleurs, elle a décidé de mettre fin à la coopération avec les États-Unis concernant la station, je crois qu'on appelle ça l'ISS, dans l'espace là-bas. Ils disent qu'en 2024, ils vont sortir. Voilà, c'est tout. Voilà les problèmes qui se posent. Bon. Le second implique, en plus des deux surnommés, le Kazakhstan et le Kirghizistan, et prévoit la mise sur pied à long terme d'une communauté des États intégrés. Bon. La Russie essaie de négocier d'égal à égal avec ces pays qui faisaient partie de l'ancienne Union soviétique. C'est cela. Voilà. Brzezinski écrit encore: a contrario, les nouveaux États indépendants perçoivent la Russie comme un pays instable et qui n'a pas rompu avec ses ambitions hégémoniques. Bon. Certains perçoivent cela, mais pas tous. Pas tous. Mais et ceux qui s'en vont se mettre non seulement dans l'Union européenne et puis dans l'OTAN là. Là, ils ne perçoivent pas que c'est une hégémonie. C'est ridicule. Parce que l'OTAN est contrôlée à 100% par les États-Unis. Des pays comme la Pologne, je ne sais pas moi, quel autre pays encore là. Tous ces pays-là. Mais l'OTAN est contrôlée à 100% par les États-Unis. L'état-major, c'est contrôlé par les États-Unis. C'est tout. Voilà. De tous les États de la région, l'Ukraine a été la plus hostile aux propositions russes d'intégration. Mais en fait, c'était une coopération.
heurté par un comportement à brut à leur égard que résument les réserves exprimées à Moscou sur la souveraineté de leur pays. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à financer des groupes néo-nazis. Parce que durant la Seconde Guerre mondiale, il y a des unités ukrainiennes qui étaient des nazis, qui ont combattu au sein de troupes nazies de l'Allemagne hitlérienne, notamment au sein des SS. Des Ukrainiens ont fait ça. C'est ce qu'on appelle le groupe Azov, là. Quand vous les regardez aujourd'hui, mais ils sont tatoués de toutes sortes de symboles du nazisme. Voilà les faits. Ça, c'est les faits. C'est pour ça que le président de la Fédération de Russie a dit son problème, c'est de démilitariser l'Ukraine et de dénazifier l'Ukraine. Voilà, c'est ça. Démilitariser l'Ukraine et dénazifier l'Ukraine. Parce que depuis 2014, quand l'Ukraine a refusé de reconnaître les accords de Minsk qui donnaient une large autonomie au Donbass, et ils ont bombardé leur propre population entre 2014 et 2018. L'accord a été signé, mais l'actuel président de l'Ukraine a dit que lui, il ne veut pas respecter cet accord de Minsk qui a été signé en Biélorussie. Donc voilà le problème. Voilà le problème. Et donc c'est ce qui explique cette guerre qui a lieu entre la Russie et l'Ukraine. Bon, quelquefois, il fait des sorties qui concernent des périodes antérieures avec des évolutions, vraiment. Voilà. Je vais m'arrêter là. Bon, je vais lire cette dernière phrase-là et puis je vais m'arrêter. En Russie, divers experts des questions internationales ont caressé un ultime espoir, un coup d'arrêt à l'intégration européenne, peut-être lié à l'approfondissement des divers sur le champ d'élargissement de l'OTAN. Mais oui, même le président Poutine avait dit que lui, il est prêt à entrer dans l'OTAN. Mais les Américains, comme les Américains en fait les percevaient comme des ennemis, voire des adversaires, voire des ennemis, ils ont refusé. Voilà. Et aujourd'hui, bon voilà ce qu'on voit, c'est la guerre en Ukraine. Les États-Unis qui font la guerre par procuration contre la Russie. La Russie aussi qui est en train de se tailler des portions importantes de territoire qui va même fermer totalement la mer Azov à l'Ukraine. L'Ukraine risque de ne même plus être un État côtier, mais va devenir un État intérieur. Au besoin, même si la situation perdue, comme on le voit là, l'Ukraine en tant qu'État indépendant n'existera plus. Voilà, c'est ça. L'Ukraine n'existera plus. La Transnistrie ne sera plus, la Transnistrie ne sera plus une région qui fera partie de la Moldavie. Parce que ce sont des Russes qui sont là-bas. Elle sera annexée. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix-Houphouët-Boigny. Je présentais un pan de l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Voilà. Je vous remercie. Donc j'enseigne à l'université Félix-Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.